Je suis Eliane Simon, je suis la présidente de la SAS Médiation Solutions, qui est spécialisée dans la médiation de la consommation. Pour autant, elle ne fait pas que ça, mais elle est spécialisée dans ce domaine-là et a reçu l'agrément de la CECMC le 14 décembre 2018. Alors, la médiation de la consommation, c'est quoi? Déjà, la médiation, ça existe depuis toujours. La médiation, on la connaissait déjà avec le druide sous son chêne, qui pratiquait déjà la médiation en recevant les commerçants ou tout simplement les habitants du village lorsqu'il y avait un litige. Donc la médiation a toujours existé, elle s'est développée dans le commerce et ensuite les textes de loi sont venus pour apporter un petit peu plus de réglementation, plus étatique, on va dire, sur les professions, mais la médiation a toujours existé. Alors aujourd'hui, il existe 3 grands groupes de médiation. Il existe la médiation conventionnelle, la médiation judiciaire et la médiation de la consommation. La médiation judiciaire, c'est une médiation le médiateur sera désigné par le juge. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui estime avoir subi un grief, qui saisit le juge pour obtenir réparation. Le juge reçoit le dossier et se dit, mais finalement, ce dossier il pourrait très bien se régler si les parties arrivaient à s'entendre et à se comprendre et à trouver une solution plutôt que moi, je tranche en droit. Donc, il va demander l'avis aux parties s'ils sont d'accord pour rencontrer un médiateur et s'ils le sont, le juge va désigner un médiateur et on va arriver à un accord ou un échec. On verra l'aboutissement de la médiation. Ça, c'est la médiation judiciaire. La médiation conventionnelle, on a toujours 2 parties qui sont en conflit. Elles n'arrivaient pas à se comprendre et sur leur initiative, elles décident de prendre un tiers, un médiateur, pour finalement rétablir le dialogue et faire en sorte qu'elles puissent s'entendre et se comprendre. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que quand il y a un litige, souvent, on sait de quoi on part, on a quelque chose qui crée le différend, et puis après, on a tendance à partir dans tous les sens, à tout se reprocher, et on n'arrive plus à s'entendre et à se comprendre. Donc là, les parties décident d'aller voir un médiateur pour conduire le dialogue et le rétablir. Alors, la médiation de la consommation, eh bien, c'est une médiation conventionnelle, à la différence que pour les 2 premières, médiation conventionnelle et médiation judiciaire, comme je vous ai dit, on demande l'avis aux parties. C'est-à-dire qu'on va leur demander s'ils sont d'accord d'aller en médiation. La médiation de la consommation, elle est différente en ce sens que le législateur impose la mise en place du dispositif de médiation de la consommation à tous les professionnels ayant une clientèle de particuliers. Et ça, c'est obligatoire depuis le 1er janvier 2016. Le législateur en France a retranscrit en fait une directive européenne qui date de 2015. Et cette directive, elle a pour objectif déjà effectivement de permettre aux parties de discuter et finalement obliger le professionnel à étudier la réclamation qui lui est faite plutôt que de se retrancher directement derrière ses CGV ou derrière la loi, et permettre aux consommateurs d'avoir un interlocuteur avant d'avoir le juge, de se retrouver face à un juge. Donc, il permet aux parties de discuter pour tenter de trouver une résolution amiable aux différends qui les opposent. Le deuxième objectif, c'était aussi de désengorger les tribunaux parce qu'aujourd'hui, on assiste un petit peu à ce que j'appellerais une américanisation des comportements qui fait que beaucoup d'entre nous aujourd'hui ont pour réaction de dire « Eh bien, je vais aller au tribunal et le juge va me donner raison ».
qui n'est pas toujours le cas, puisque je peux vous dire que moi-même, en étant ancien juge, même si on croit avoir un bon dossier pour soi et avoir les bons arguments, ces arguments-là ne sont pas toujours en rapport ou en corrélation avec le droit qui est applicable. Et c'est ce qui est compliqué. Alors qu'en médiation, on va discuter pour trouver une solution, non pas en droit, les CGV, la loi, on va les mettre de côté, mais une solution en équité. Ça veut dire que chacune des parties va se dire, dans ce dossier, quel est déjà mon intérêt? Je m'interroge. Quel est mon intérêt, moi, en tant que particulier? Quel est mon intérêt, moi, en tant que professionnel? En tant que professionnel, est-ce que je n'ai pas intérêt à garder le client? Est-ce que je n'ai pas intérêt à sauvegarder mon image compte tenu de ce que ce client pourrait faire à l'issue de cette médiation? Et le particulier, lui, va vraiment mesurer son grief grâce au médiateur, parce qu'il a tendance quelquefois à le monter en épingle. Le médiateur va tempérer et va lui faire prendre conscience de l'ampleur du grief et ce qu'on pourrait trouver, ce qu'on pourrait proposer comme solution pour que finalement, tout le monde y trouve son compte, y compris le professionnel et le consommateur. Ça va jusque-là? Donc, la médiation de la consommation, comme je vous ai dit tout à l'heure, la différence avec la médiation conventionnelle, c'est que effectivement, le législateur l'a rendue obligatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'un dispositif de médiation de la consommation. Cette mise en place, elle se traduit par la signature d'une convention avec un médiateur de la consommation. Ne peut se prétendre médiateur de la consommation qu'une entité, et non pas une personne, une entité, qui a reçu l'agrément de la CECMC. C'est la Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Donc, pour exemple, mon entreprise, la SAS Médiation Solutions, a reçu l'agrément, mais je ne peux pas dire que moi, je suis médiateur agréé de la consommation. L'entité agréée, c'est la SAS Médiation Solutions, et donc les médiateurs qui la composent. Cette mise en place, donc, ça se traduit par la signature d'une convention avec l'entité de médiation au choix du professionnel. Il trouvera ce choix sur la liste de la CECMC que l'on trouve en ligne. La CECMC a un site qui est sous la tutelle du ministère de l'Économie. Il faut savoir qu'une convention à la volonté du législateur, elle a une durée obligatoire de 3 ans minimum. Je vous parlerai du processus de médiation qui est très réglementé et je dirais que quel que soit le choix de l'entité de médiation que vous allez faire, le processus, lui, doit être le même, c'est-à-dire qu'il doit suivre les règles imposées par le législateur. Le médiateur ne peut pas aller en dehors de ces règles quand il conduit son processus de médiation. La seule chose sur laquelle il est libre, c'est son tarif. C'est pour ça que vous allez trouver des différences de tarifs entre une entité de médiation et une autre. Quelquefois, certains professionnels m'appellent en me disant « Est-ce que vous êtes compétent dans mon domaine d'activité ?» Alors, il est vrai que certaines entités de médiation ont souhaité se spécialiser dans un domaine ou un autre, à cause de leur cursus professionnel ou de leur cursus d'études ou de leur expérience. Ils préfèrent, c'est un choix, se spécialiser dans un domaine d'activité et non dans un autre. Ensuite, pour que le médiateur, ou en tout cas l'entité de médiation, soit reconnue dans un domaine d'activité, il faut que la CECMC la reconnaisse dans ce domaine, il faut qu'elle ait signé au moins une convention dans ce domaine. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que le professionnel lui a reconnu ces compétences-là
au moins une fois. Donc, dès lors que le médiateur, l'entité de médiation, a signé au moins une convention dans un domaine d'activité, il peut être reconnu par la CECMC comme étant compétent dans ce domaine d'activité. Alors aujourd'hui, la SAS Médiation Solutions, elle existe depuis 2018 et elle a signé des conventions dans tous les domaines d'activité listés par la CECMC. Alors, qu'est-ce qui a fait que notre compétence a été reconnue par les professionnels ou par la CECMC dans ces domaines d'activité? C'est surtout notre cursus professionnel et notre cursus d'études. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les médiateurs de la SAS Médiation Solutions, tout comme moi, sont d'anciens juges et juges du commerce. Donc, on a eu l'habitude d'avoir déjà à régler ce genre de litige. En revanche, nos décisions étaient basées, on tranchait sur la stricte application du droit. Pour trancher sur la stricte application du droit, il fallait avoir des compétences à aller rechercher les textes qui s'appliquaient au conflit, les catégoriser et ensuite les appliquer. Alors, donc, cette convention, elle a une durée de 3 ans. Pour ce qui est du coût chez nous, le coût, il a été négocié donc avec votre fédération. Il y a une cotisation annuelle qui est de 30 € hors taxe au lieu de 45 € pour une convention lambda. Alors, quand je vous dis une cotisation annuelle, c'est parce que nous acceptons le règlement par annuité. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la convention étant de 3 ans, nous serions légitimes à demander dès la signature les 3 années d'un coup. On ne le fait pas. D'abord pour alléger la trésorerie, pour une simplification de la comptabilité et surtout, je le souhaite à personne, mais si l'entreprise vient à fermer ses portes, eh bien, sur justification de cette fermeture définitive, on ne prélèvera pas les années à venir. Alors ça, c'est la cotisation qui permet donc de mentionner nos coordonnées dans les conditions générales de vente du professionnel ou dans ses contrats. Ensuite, lorsque le client nous saisit parce qu'il rencontre un litige avec le professionnel, le médiateur va d'abord faire ce qu'on appelle une étude de recevabilité. Cette étude de recevabilité, elle est basée sur l'article L612-2 du Code de la consommation qui donne le cadre dans lequel une demande de médiation est recevable ou pas. Alors, il faut que le litige date de moins d'1 an, sachant que cette année s'apprécie à compter de la première réclamation et non pas à compter de la date à laquelle est né le litige. C'est la première réclamation, la date de la première réclamation qui sera retenue. Il ne faut pas que le litige ait déjà été vu par un juge ou par un autre médiateur. Surtout, là c'est la condition essentielle, il faut impérativement que le particulier ait fait une réclamation au professionnel dans la forme prévue au contrat ou aux conditions générales de vente. Je m'explique. Dans les conditions générales de vente ou dans votre contrat, vous pouvez ne rien avoir prévu pour vous réclamer quoi que ce soit. Dans ce cas-là, dès lors qu'il démontre qu'il vous a fait une réclamation, cette démonstration, elle peut être faite par la présentation d'un courrier recommandé, voire l'accusé-réception du courrier. Ça peut être aussi un mail auquel vous aurez répondu. Forcément, là, vous avez reçu la réclamation. Si dans vos conditions générales de vente, vous dites « une réclamation préalable doit m'être faite par courrier recommandé avec AR », on va exiger le courrier recommandé avec AR. Sauf si vous avez prévu effectivement ce courrier recommandé avec AR, mais le consommateur vous a fait sa réclamation par email et vous lui avez répondu.
Dans ce cas-là, sa demande est recevable. Pourquoi? Parce que le courrier recommandé avec AR, l'AR, c'est quoi? C'est une façon de matérialiser la réception d'une réclamation. Or, vous l'avez matérialisé puisque vous y avez répondu. Donc, vous voyez, tout n'est pas non plus, il ne faut pas se retrancher derrière la stricte rédaction de vos CGV, même en ce qui concerne la façon de vous faire une réclamation. Et il y a une autre façon aussi de rejeter la demande, et là, seul le médiateur peut le faire, c'est le caractère infondé ou abusif de la demande. Alors, attention, parce que là, j'ai quelquefois des dossiers, des réactions de professionnels où, par exemple, on a déclaré la demande recevable et le professionnel nous écrit, nous rappelle en nous disant « Non, 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 là, vous devez rejeter, elle est infondée parce que moi, j'ai déjà répondu et j'ai dit que je ne ferai rien. » Ben non, ce n'est pas un caractère infondé. Ce n'est pas parce que vous avez répondu que de toute façon, vous n'entendez pas la demande qu'elle est infondée. Ce n'est pas parce que vous l'avez déjà traitée en amont qu'elle est infondée. Quand elle est infondée, en formation, quel exemple je pourrais prendre? Par exemple, voilà, vous avez un élève qui vous avait commandé une formation et puis, au bout de 5 cours, par exemple, il vous dit « Oh, bah, finalement, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je vous demande la résiliation et vous me remboursez. » Là, il y a de grandes chances que le médiateur va rejeter parce qu'il n'y a aucun fondement. Ça ne lui plaît pas, tant pis, il fallait qu'il y réfléchisse avant. Mais on ne peut quand même pas jouer avec le professionnel en fonction de ses goûts. Donc là, le médiateur, il y a 99 chances sur 100 pour que le médiateur rejette parce qu'elle est infondée. En revanche, un autre exemple, en formation, il n'y en a pas beaucoup. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner. Une personne a pris une formation et au bout je ne sais pas, quand on va prendre le même exemple, au bout de 5 cours, il s'est trouvé qu'entre-temps, elle a eu un accident de voiture qui, malheureusement, hein, croisons les doigts, va le clouer au lit pendant des mois et des mois. C'est très grave. Il vous demande la résiliation et le remboursement. Vos conditions générales de vente disent la formation, on ne peut l'annuler que si la demande d'annulation est formulée, je ne sais pas, 15 jours avant le début de la formation ou dans certaines formes. Et vous vous en tenez aux conditions générales de vente. Moi, j'ai ce consommateur, donc cet élève qui vient qui me saisit en me disant, voilà, moi j'ai eu un accident, je peux vraiment plus suivre les cours, je suis clouée dans mon lit, je ne peux pas suivre même sur Internet, enfin bref. Là, la demande, elle est fondée. Même si vous avez répondu avant, non, nos conditions générales de vente ne prévoient pas ce mode d'annulation. C'est justement pour ça qu'est fait la médiation. C'est de dire, voilà, effectivement, nos conditions générales de vente disent que l'annulation doit être formulée de telle façon et tant de temps avant le début de la formation. Mais là, dans ce dossier, on se trouve devant un cas particulier. Que pourrait-on faire pour que justement ce monsieur accidenté ne soit pas encore pénalisé? Mais il faut que moi, professionnel, je puisse quand même sauver mon entreprise parce que je suis quand même aussi un chef d'entreprise et je ne peux pas annuler toutes les formations. Donc c'est là où la discussion va s'engager. Il faut que chacun réfléchisse à une solution.
le médiateur peut vous proposer une solution aussi. Alors, dans ces cas-là, le médiateur pourra vous proposer de faire un avoir avec une durée de X temps, par exemple, de façon à permettre à cet élève de reprendre sa formation lorsqu'il sera guéri. Ça peut être aussi le remboursement, tout simplement. Voilà. Mais là, je veux dire, le professionnel, souvent, va dire, non, écoutez, c'est infondé, nos conditions générales de vente disent que, si, elle est fondée, la demande. Ça rentre justement dans le cas d'une demande de médiation. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Vous avez des questions peut-être à ce sujet, sur la recevabilité? C'est souvent un sujet un peu délicat pour le professionnel qui souvent a ses conditions générales de vente ou en tout cas ses clauses de contrat dans la tête et il se dit, non, moi, voilà, mon contrat, il dit ça, moi, je n'ai pas besoin de médiateur. Alors que justement, la médiation, elle est faite pour ça. Hein. Moi, j'avais envie de vous poser une question concernant est-ce que la médiation concerne aussi les autres pros avec qui on peut avoir un différend? Alors non, justement, Ah, la médiation de la consommation, c'est un litige entre un consommateur et un professionnel. Un consommateur n'est qu'une personne physique. d'accord. Un consommateur, ce n'est jamais un professionnel. Donc, lorsque vous avez un litige avec un autre professionnel, vous pouvez très bien envisager effectivement une médiation, mais ce sera une médiation, comme je vous disais tout à l'heure, conventionnelle. Ah, C'est-à-dire oui. que vous allez proposer à votre contradicteur un médiateur et le coût de la médiation sera évalué par le médiateur en fonction du litige. Donc, c'est lui qui va vous donner son tarif à ce moment-là. Et le coût de la médiation sera supporté selon la répartition prévue par les parties elles-mêmes. C'est-à-dire que vous allez décider à votre contradicteur, soit vous dites, écoutez, je prends tout en charge, soit vous dites, moi, je propose un médiateur, est-ce que vous êtes d'accord? Et puis, on partage les frais. Mhm. Vous voyez la différence? Alors que dans la médiation de la consommation, j'allais y venir, on a parlé du coût tout à l'heure de la cotisation, mais on a un coût aussi de médiation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la demande de médiation a été déclarée par le médiateur, elle a été déclarée recevable, et donc, je me répète, le professionnel n'est pas associé à cette étude de recevabilité. Seul le médiateur décide si elle est recevable ou pas. À partir du moment où elle est recevable, il va notifier cette recevabilité aux deux parties, au consommateur et au professionnel. Et à partir de là, le coût des honoraires du médiateur sont dus par le professionnel, parce que le législateur a souhaité la gratuité pour le consommateur. C'est la différence avec la médiation judiciaire ou la médiation conventionnelle. La médiation judiciaire, systématiquement, les coûts sont partagés entre les deux et c'est le juge qui décide du coût des honoraires. La médiation conventionnelle, le coût de la médiation est discuté avec le médiateur, donc on arrête un prix et le paiement est déterminé par les parties elles-mêmes. Soit c'est une des parties, soit ce sont les deux, à 50-50, à 70-30, ce qu'elle décide. Le plus courant, c'est 50-50. Sauf si, j'ai deux cas. Hein. Soit le demandeur prend à sa charge le médiateur parce qu'il veut absolument passer devant un médiateur et c'est pour lui un moyen de convaincre son contradicteur, soit ils arrivent à se mettre d'accord et ils prennent en charge le coût des honoraires à tous les deux. Mais le médiateur de la consommation, lui, il ne sera payé que par le professionnel. C'est la gratuité pour le consommateur. Merci. Je vous en prie. Donc, à partir du moment où la recevabilité a été décidée par le médiateur, il y a donc, comme je vous ai dit, notification aux parties. C'est un mail qui sera adressé de préférence donc aux parties, mais ça peut être par voie postale également, s'il n'y a pas de moyen de communiquer par mail. Alors,
À partir du moment où il y a une recevabilité, le médiateur va soumettre le litige au professionnel et va lui poser la question en lui disant, voilà ce qui m'est exposé, j'ai reçu les pièces nécessaires à la recevabilité, que pouvez-vous me dire de ce litige et surtout, quelles solutions pourriez-vous proposer pour apporter une résolution amiable à ce différend? Et là, les discussions s'engagent. Alors, il peut y avoir 3 cas. Le premier cas, c'est de me dire, écoutez, moi, je ne veux pas en entendre parler, j'ai pris ma décision, ce monsieur, enfin ce consommateur m'a déjà contacté, comme il doit le faire, puisqu'il y a une réclamation préalable obligatoire. Moi, ma décision, je ne reviendrai pas dessus, je ne veux plus en entendre parler. Donc, c'est un refus d'entrer en médiation. Le deuxième cas, c'est on échange. L'un fait une proposition que l'autre va reprendre et dire non, moi je ne veux pas tout à fait ça, je veux un peu plus, ou je veux un peu moins, ou je propose autre chose. Bref, on échange et on n'arrive jamais à tomber d'accord. Et c'est ce qu'on appelle un échec de médiation. Et le troisième cas, là c'est le nirvana, c'est on tombe d'accord. En principe, c'est le consommateur fait une demande qui correspond à son litige et le professionnel accepte et dit ok, j'accède à la demande du consommateur. Ça peut être aussi, écoutez, non, la demande du consommateur, elle est un peu élevée, moi je propose telle solution et le consommateur accepte. Voilà. Donc on a 3 issues possibles: refus d'entrer en médiation, échec de médiation, accord de médiation. Dans les trois cas, chacune des parties va recevoir de la part de SAS Médiation Solutions une attestation d'issue de médiation. Avec cette attestation, chacune des parties retrouvera son droit à aller devant un juge, sauf s'il y a accord. C'est-à-dire que si on se trouve devant un refus d'entrer en médiation, devant un échec de médiation, chacun retrouve tous ses droits à aller en médiation. Si on se trouve devant un accord de médiation, on ne peut plus saisir le juge. Et si on vous met au tribunal avec un accord de médiation, le juge rejettera la demande en disant attendez, vous avez obtenu un accord, je ne vois pas ce que vous faites devant moi. Sauf, encore une fois, si vous ne respectez pas cet accord ou si la partie en face n'a pas respecté l'accord. Dans ce cas-là, vous allez vous retrouver devant le juge, non pas pour reprendre les termes de l'accord, mais pour non-respect de l'accord. Je m'explique. On a une demande de médiation où la personne demande 500 €. Je dis n'importe quoi. Vous dites, c'est OK, je verse les 500 €. Vous ne versez pas les 500 €, il vous met au tribunal. Il pourra vous mettre au tribunal pour réclamer ces 500 €. Il ne pourra pas remettre en question son différend. C'est-à-dire, il ne pourra pas dire, écoutez, il ne m'a pas versé les 500 €, puis moi maintenant, j'en demande 1000 parce qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Le juge va lui dire, non, on va faire en sorte, on va voir pourquoi ces 500 € n'ont pas été versés. Et si je dois condamner, c'est uniquement sur le non-respect de l'accord. Est-ce que j'ai été claire là-dessus? Voilà. Et une fois que la médiation donc, est terminée, le médiateur donc, envoie l'attestation d'issue de la médiation. Il envoie à chacune des parties. Alors ça, c'est propre à SAS Médiation Solutions. D'autres médiateurs le font certainement également, mais en tout cas, nous, c'est ce que nous faisons. On vous envoie un compte-rendu de la médiation, c'est-à-dire tout ce qui s'est dit du début jusqu'à la fin. Attention, on vous spécifie bien dans le mail d'envoi de ce compte-rendu qu'un processus de médiation, et ça c'est dans la loi, un processus de médiation est confidentiel.
Ça veut dire que si vous vous retrouvez devant le juge, vous ne pourrez présenter pour seul document de la médiation que l'attestation d'issue de la médiation. Vous ne pouvez en aucun cas présenter le compte-rendu du médiateur, ni même les pièces qui ont été fournies lors de la médiation, sauf accord de la partie adverse. Le médiateur ne donne jamais son accord pour le compte-rendu. Donc, ça veut dire que si on présente en face de vous, pour vous attaquer, un compte-rendu de médiateur, eh bien, immédiatement, je vous invite à refuser qu'elle fasse partie des pièces du dossier parce qu'il rentre sous le principe de la confidentialité. Et ce qui s'est dit ne doit pas être retenu par le juge. Et là, c'est dans la loi. Hein. Les juges le savent, hein, mais bon, il faut le savoir aussi hein, pour ce qui vous concerne. Donc, vous recevez le compte-rendu de la médiation, vous recevez l'attestation d'issue de médiation et vous recevez la facture des honoraires du médiateur. Alors, les honoraires du médiateur, chez nous, ils sont forfaitaires et ils se calculent en fonction de l'enjeu financier du litige, c'est-à-dire ce que réclame le client. Jusqu'à un enjeu financier de 2 000 €, vous serez facturé de 55 € hors taxe, quel que soit le temps qu'aura passé le médiateur à traiter votre dossier. Si l'enjeu financier va jusqu'à 5 000 €, on passe à une médiation de 85 € hors taxe et on monte comme ça crescendo. Sachant que nos factures, qu'il s'agisse d'une facture de cotisation ou une facture de médiation, sont prélevées donc sur votre compte bancaire le 5 du mois suivant son édition. Toujours. Alors, même si vous signez une adhésion le 1er février, vous serez prélevé le 5 mars, mais votre convention prendra effet au 1er février et de date à date. Lorsque vous adhérez chez nous, enfin, lorsque le dossier est finalisé, on va l'enregistrer, lui donner un numéro d'enregistrement et on vous envoie par mail votre attestation d'adhésion, la facture de la première année qui commence de date à date et systématiquement, on vous envoie également un exemple de texte à insérer dans vos documents. Ça vous permet d'avoir toutes les informations légales pour informer votre clientèle que vous avez adhéré chez nous et que vous nous avez désigné comme médiateur. Parce qu'il faut savoir que la loi vous oblige à 2 choses importantes. La première, c'est effectivement la mise en place de votre dispositif de médiation. Et la deuxième, c'est une obligation d'information. Si vous avez un contrôle de la répression des fraudes, la première chose que l'inspecteur va aller voir, ce sont vos CGV, à défaut vos contrats. Il faut impérativement que les coordonnées de votre médiateur y soient inscrits. Ils doivent être inscrits également dans vos mentions légales sur votre site si vous en avez un, sauf si vos conditions générales de vente, si vous en avez, font partie des documents qui sont à disposition sur votre site. Ça peut être aussi une information par voie d'affichage dans vos locaux. Et bien évidemment, la transmission de vos coordonnées, des coordonnées du médiateur, pardon, sur simple demande du consommateur. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour. Peut-être avez-vous des questions? J'étais assez claire déjà, moi j'en ai une. J'étais assez claire pour vous. Alors, moi j'ai eu le plaisir déjà d'échanger avec vous, Eliane. Alors Oui. peut-être que Béatrice peut vous faire un... Moi, j'ai apprécié, j'ai trouvé très claire votre intervention. Après, c'est vrai que je me demande si c'est une obligation, j'ai envie de dire, voilà, on est obligé de la respecter. Donc, Oui, ça va être une réflexion que je vais avoir en sachant que moi, je m'approche de la retraite. Donc, c'est vrai que déjà, de savoir que c'est entre guillemets une contrainte sur 3 ans, moi, je ne sais pas si pendant 3 ans, en tout cas, je vais maintenir une activité en tant qu'organisme de formation. Pour le reste, c'est autre chose. Mais voilà. Donc,
Alors, c'est vrai, hein, je comprends que pour bon nombre de professionnels, ils voient cette obligation comme une obligation de plus et une charge en plus. Je vous comprends, hein, je suis moi-même un professionnel, je l'ai été longtemps. Ceci étant, j'aurais tendance à vous dire attention à la sanction en cas de contrôle de la répression des fraudes si vous n'avez pas de médiateur. Si vous êtes en entreprise individuelle, l'amende est de 3 000 euros. Si vous êtes en société, l'amende est de 15 000 euros. La répression des fraudes, alors, comme je vous ai dit, l'obligation, elle date du 1er janvier 2016. En l'année 2016, 2017, il ne s'est pas passé grand-chose. La répression des fraudes, je dirais la DGCCRF, a laissé les professionnels se mettre au courant et modifier leurs documents et se mettre en phase avec la réglementation. Mais depuis le 1er janvier 2018, je peux vous dire que les contrôles se multiplient. On a eu une multiplication encore plus importante en 2020 et ça va faire sourire, mais pourquoi? Parce que les inspecteurs étaient comme nous, ils étaient confinés. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont pris leur ordinateur, ils sont allés sur tous les sites qu'ils trouvaient et ils sont allés voir s'il y avait un médiateur, vu qu'ils ne pouvaient pas aller rendre visite aux professionnels. Et voilà, bon nombre de professionnels se sont retrouvés avec un courrier en disant « Mais comment la loi n'est pas respectée, vous n'avez pas désigné votre médiateur. » Et puis, 2021, alors là, ça s'est renforcé et depuis janvier 2022, où les inspecteurs, cette fois, peuvent sortir et aller voir les professionnels, c'est systématique. C'est systématique. On a des appels tous les jours où les gens nous disent « Écoutez, ça urge parce que l'inspecteur sort chez moi. » Alors, là où je veux vous rassurer quand même, parce qu'il ne faut quand même pas voir que l'épée de Damoclès, hein, d'abord, il vous laisse souvent un temps pour faire le nécessaire. Ça se traduit entre 3 semaines et 1 mois pour faire le nécessaire. Et pour une adhésion, il faut compter 24 heures. Hein. Donc, vous avez largement le temps pour faire ce qu'il faut. Et puis, vous savez, au niveau du consommateur, vous allez apporter un plus à votre image en ayant un médiateur. D'abord parce que si un grand nombre de professionnels ne sont pas au courant qu'il faut un médiateur, je peux vous garantir que le consommateur, lui, il le sait. Il sait. Il peut aller voir un médiateur et en plus, c'est gratuit. Alors, ce qui est gratuit, en principe, on le sait rapidement. Donc, quand il sait qu'il peut avoir un interlocuteur entre son contradicteur et lui pour finalement obtenir peut-être quelque chose, obtenir une solution à son différend, déjà, c'est important. C'est important. C'est rassurant aussi pour le consommateur de savoir qu'il peut aller vers le médiateur. Mais en même temps, je rassure aussi le professionnel parce que le médiateur, attention, le médiateur ne prend pas parti. Hein. Les qualités d'un médiateur, c'est l'indépendance, la confidentialité et l'impartialité. Hein. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas pour le professionnel, il n'est pas pour le consommateur. Il n'est pas contre le professionnel ni contre le consommateur. Son objectif, c'est que les parties parviennent à s'entendre, à comprendre le litige, le fond du litige, et à faire ressortir les intérêts de chacun. Et vous verrez que c'est rassurant pour le consommateur, mais c'est rassurant pour le professionnel aussi. Ça s'entend bien, hein. Voilà, ça s'entend bien le propos. Hein. Béatrice, alors là où je peux vous rassurer aussi, bon, certes, c'est 30 € de cotisation par an. Bon, c'est assez raisonnable. Mais je peux vous rassurer, la formation, c'est un secteur d'activité où le nombre de médiations est très faible. Le nombre de demandes est très faible
et le nombre de dossiers recevables est encore plus. Vraiment. Je posais la question tout à l'heure. C'est vrai que moi, les différends que j'ai connus jusqu'à présent, c'est plus avec des OPCO qui ne réglaient pas en temps utile les factures, oui. Oui. En fait, dans le monde de la formation, il y a toujours il y a souvent un intermédiaire qui finance en fait les prestations qu'on fait, et c'est souvent avec l'intermédiaire financeur qu'on a un souci. Si cette obligation d'avoir un médiateur a pris corps pour nous, c'est parce qu'elle apparaît dans les conditions générales d'utilisation de la plateforme mise à disposition par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du CPF. Et donc, la Caisse des dépôts et consignations se constitue en financeur non responsable, en gros, quoi. Et il peut arriver qu'on ait des remontées qui nous concernent directement sur des prestations financées par le CPF. Moi, j'ai eu une problématique d'incompréhension de la part d'un bénéficiaire du volume horaire. Et ça, c'est principalement lié au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations, en fait, en tout cas de gestion de la plateforme, puisque c'est une prestation qu'on a interrompue au bout, à mi-parcours, aux 3/4 du parcours, et que la personne voulait récupérer le quart ou le tiers restant, en fait, de son CPF. Et ça, c'est pas de notre responsabilité, en fait. On peut absolument rien y faire, c'est de la responsabilité de la Caisse des dépôts et consignations, en tout cas de la plateforme. Donc, voilà justement un cas d'irrecevabilité, vous voyez. Si on est saisi dans ce sens, on va rejeter la demande en disant que justement la demande est irrecevable parce que ça concerne la Caisse de dépôt et consignation et non pas le professionnel adhérent. Donc, le médiateur va soulever son incompétence dans le dossier. Voilà un cas d'irrecevabilité de la demande. Alors après, des cas, on va peut-être en voir se multiplier dans le cadre du monde de la formation professionnelle. Ça fait assez longtemps qu'on sait qu'il y a des démarches qui sont faites, qui sont des arnaques. Alors des arnaques où les gens voient disparaître leur CPF sans avoir aucune espèce de formation. On sait aussi que le marché a été ouvert en grand en 2018. Je pense que Béatrice a dû te rendre compte. C'est-à-dire que dans nos activités, on voit arriver beaucoup de nouveaux entrants qui sont pas forcément super bien intentionnés ou qui sont pas forcément au niveau qualitatif demandé. Et il y a beau y avoir du Calliope derrière pour garantir la qualité. On a aussi beaucoup de gens qui utilisent des méthodes et techniques qui sont un petit peu exotiques et qui peuvent conduire les gens à ne pas avoir le résultat escompté d'une prestation de bilan ou d'accompagnement VAE. Donc il y a un côté comme ça où il y a beaucoup de CPF qui est engagé pour des petites structures comme nous. Les prestations de bilan de compétences sont assez rarement financées par les bénéficiaires eux-mêmes. Mais on sait moi j'ai le sentiment qu'on va y venir petit à petit. Alors j'espère, Béatrice, que tu verras pas ça dans ton activité. Mais c'est bien, je vois déjà des personnes qui financent elles-mêmes le bilan. Est-ce que tu veux dire? Ouais, moi j'en suis à avoir des compléments de financement, mais donc dans ce cas, on est plus clairement dans une relation de business to consumer, pardon pour le titre, mais donc d'entreprise à particulier. Mais dans les activités qu'on fait au sein des adhérents de la FFPBC, il y a des prestations d'accompagnement à l'orientation scolaire, de coaching personnel ou professionnel, d'aide à la recherche d'emploi qui nous sont parfois demandées, de coaching professionnel qui sont parfois financés par le particulier lui-même. Et donc, on s'inscrit peut-être un peu à la marge de nos activités ou de nos chiffres d'affaires dans ce cadre-là. Enfin, ça dépend vraiment des structures. Et c'est là où on peut avoir effectivement des gens qui reviennent vers nous en disant, enfin, qu'est-ce que vous avez foutu mon gamin que je voulais voir entrer en prépa et qui m'annonce qu'il veut faire un CAP de menuisier, c'est quoi ce bordel? Ça peut arriver. J'imagine que ce ne sera pas plus recevable, mais voilà, donc on est effectivement dans cette démarche d'avoir d'abord répondre à une obligation légale et puis d'avoir probablement de plus en plus
de particuliers dans la réalisation de non-prestations. Donc, ça veut dire que c'est un risque qui augmente petit à petit avec le temps, autant qu'il soit abordé, quoi. Voilà ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Peut-être Béatrice, tu as d'autres points que tu souhaiterais soulever? Non, j'ai trouvé très éclairant l'échange, donc merci à tous les deux aussi. En tout cas, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez la moindre question. Si vous rencontrez un litige aussi, alors, je ne suis pas avocat, donc je n'ai pas le droit au conseil. Je ne peux pas vous donner de conseils juridiques. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai un cursus professionnel qui fait que quelquefois, je peux vous éclairer sur un dossier. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je serai toujours là pour vous répondre. Je ne vous conseillerai pas, mais je pourrais vous éclairer sur un texte de loi ou sur la tournure que pourrait prendre un dossier si votre client pense aller plus loin. Merci. Et au niveau de la médiation de la consommation, sur la mise en place du dossier, n'hésitez pas, bien évidemment, à appeler. Moi-même ou mes assistantes, nous sommes là pour vous répondre. En principe, on est assez réactif, sauf si on est en vacances. Mais ça nous arrive rarement, mais ça nous arrive. Voilà.